Vous l'avez réclamé à corps et à cri, voici le 3e épisode des adaptations arcade sur Amiga. J'ai essayé de prendre en compte les titres que vous m'aviez cités dans les commentaires des précédentes vidéos. J'en ai peut-être oublié, je ne traiterai donc peut-être pas d'un titre qui vous rappelle votre enfance. Eh bien ça sera pour vous l'occasion de vous lancer dans le YouTube Game et d'en faire une vidéo. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Au boulot! Caméra, action! Et pour les autres, on se retrouve tout de suite après le jingle. Et on va commencer par des adaptations de jeux Sega sur notre bon vieux micro-ordinateur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que côté qualité, on passe du chaud au froid, et tant qu'à faire, commençons par du glacial. Enfin, Glacial n'est pas la version arcade d'Altered Beast, bien entendu, malgré le fait que depuis quelque temps, j'entends beaucoup de mal de ce jeu qui semble perdre de sa cote de sympathie. C'est peut-être une idée que je me fais d'ailleurs, mais je suppose que vous me raconterez ça dans les commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce classique Sega de 1988, eh bien il s'agit d'un beat'em up où vous incarnez un grec viril, musclé, au corps huileux qui vient d'être ressuscité par Zeus lui-même afin de sauver sa fille Athéna, enlevée par Hadès, le dieu de l'enfer. Scénario prétexte à une distribution de beignes et de coups de tatane dans des ennemis divers et variés. Le jeu aurait pu en rester là, mais certains ennemis, des loups blancs, libèrent des sphères d'énergie, certainement des stéroïdes, qui rendent votre héros de plus en plus musclé et fort, pour terminer non pas sur une crise cardiaque ou un AVC, mais sur une métamorphose en bête mythique, tel un loup-garou, un dragon, Thibaut InShape ou un ours, enfin si l'on considère l'ours comme un animal mythique. J'ai toujours eu de l'affection pour ce jeu bourrin et peut-être effectivement peu subtil, mais son univers, sa beauté, sa musique et son immédiateté de prise en main font que j'y reviens régulièrement avec plaisir. Contrairement à la version Amiga que j'ai totalement découverte pour cette vidéo. Je passe sur le côté graphique et musical, sur la disparition des digitalisations vocales, et même si on est loin de l'arcade, tout ça n'est pas moche et donne quelque part son charme à ce portage. C'est en fait un détail, car le plus gros défaut du jeu, c'est sa jouabilité. C'est très saccadé, je ne parle pas que du scrolling, je parle des déplacements de votre personnage et des ennemis. Et on en parle des collisions, comme vous vous déplacez quasiment de 8 pixels en 8 pixels, vous vous cognez dans l'adversaire alors que visuellement, vous n'êtes même pas dedans. Et le 3/4 du temps, on tape dans le vide. Et je ne parle même pas de ce qui se passe lorsqu'on se fait encercler. Ça pourrait rappeler de douloureuses vacances à Mykonos à certains. Réussir à terminer un niveau est totalement aléatoire, et on a l'impression de ne rien maîtriser. Ne parlons même pas du contrôle à un seul bouton, là où sur l'arcade on pouvait gérer individuellement coup de pied, coup de poing et saut. Ici c'est un vrai bordel. Bref, c'est complètement loupé à cause d'une jouabilité totalement hasardeuse. Et dans un genre totalement différent, chez Sega, on passe à un autre classique développé par Sega AM2 pour l'arcade. Je parle bien entendu, comme vous pouvez le voir, de Space Harrier. Et quand je dis développé par Sega M2, c'est plus précisément conçu par Yu Suzuki qu'on ne présente plus. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un shoot'em up à la 3ème personne, en pseudo 3D avec l'utilisation de sprites zoomés. Bref, un truc hyper casse-gueule à adapter sur les consoles et machines de l'époque, surtout que ça bouge à une vitesse de feu de dieu, et que ça shoot de tous les côtés, et que ça rame pas d'un poil de cul. Je parle pas non plus de la bande sonore qui est devenue culte depuis. On pouvait donc craindre le pire pour cette adaptation Amiga que je ne connaissais pas non plus. On m'a indiqué que cette adaptation valait son pesant de cacahuètes et c'est vrai qu'elle est impressionnante par certains côtés, même si je ne la trouve pas dénuée de défauts. Au démarrage du jeu, première surprise très agréable, le jeu se joue à la souris. Et c'est finalement hyper naturel d'y jouer comme ça. Notre personnage réagit ainsi au doigt à l'œil de manière ultra fluide. Pas besoin de bourriner le bouton de la souris non plus pour tirer, et ça c'est carrément un plus pour éviter de se détruire le doigt, et accessoirement la souris. Mais n'hésitez pas à arrêter de tirer pendant quelques secondes pour pouvoir profiter de la musique culte du jeu, car hélas, le bruitage du tir utilise une voix dédiée à la musique, ce qui gâche un peu le plaisir auditif. Alors si c'est fluide, rapide, pas moche, bien réalisé, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien c'est beaucoup plus difficile que la version arcade et les 9 vies qui vous sont octroyées au début ne seront pas de trop. J'ai l'impression que les objets arrivent plus vite vers vous par manque de zoom intermédiaire, et donc qu'on a moins le temps de les voir arriver et qu'on se les prend plus rapidement dans la tête. Enfin ça, ce n'est que l'explication que j'arrive à en donner. Pas sûr que réellement c'est le cas, en tout cas ce qui est sûr c'est que la difficulté est bien relevée, alors que le jeu d'arcade n'était déjà pas un monument de simplicité. Peut-être encore plus classique que les classiques, voici un autre jeu d'arcade de Sega qu'on ne présente plus, Golden Axe.
Beat 'em up Heroic Fantasy, jouable à 2 simultanément, le jeu est un classique indémodable qui a été adapté avec plus ou moins de succès sur plus d'une dizaine de supports. Vous incarnerez au choix un guerrier, une guerrière ou un nain qui devra parcourir des environnements et aussi à coups d'épée, de haches et de pouvoirs magiques des hordes d'adversaires pour tuer le grand méchant de l'histoire. Et encore une fois, je n'avais jamais testé la version Amiga, et contrairement à Altered Beast, ce fut une claque magistrale, mais dans le bon sens du terme. Car si non seulement le jeu est magnifique, c'est tout le contraire d'Altered Beast que nous offre cette conversion dans sa jouabilité. Tout répond au doigt à l'œil et en majorité avec un seul bouton. Le jeu ne se déroulant pas dans un seul plan, mettre la manette en haut ne fait pas sauter le joueur mais le fait avancer dans la profondeur. Mais pourtant le saut est déclenchable sans accroc grâce à la combinaison mouvement et bouton de feu, tout comme la palette de coups de l'arcade. Je ne sais que dire en fait. Bien sûr, c'est pas un portage parfait, mais c'est totalement dans le haut du panier par rapport à ce qu'on trouvait à l'époque. Si j'avais connu cette adaptation au moment de sa sortie, j'aurais été totalement fou de joie, et nul doute que je n'aurais pas lâché ma manette pendant des dizaines d'heures. Cerise sur le gâteau, le jeu est jouable à 2 en simultané, il reste fluide, et propose bien entendu le choix des 3 personnages. Musicalement c'est de qualité, et les bruitages sont aussi présents, ainsi que les présentations interniveaux. Bref, on se demande ce qui pourrait gâcher ce tableau idyllique. Peut-être le déclenchement de la magie avec les touches du clavier, mais admettons que ce n'est pas l'action qui est à faire le plus souvent dans ce jeu, même si quelquefois elle est à faire dans l'urgence. Mais bon la chipote, si tous les adaptations arcade sur Amiga étaient de cet acabit, je n'aurais pas eu certains commentaires m'affirmant que la NES était bien supérieure à l'Amiga dans un des précédents épisodes. Et puisqu'on est dans les adaptations très réussies, voici Pac-Mania en arcade. Pac-Mania c'est quoi ? C'est une tentative, pour ma part réussie, de donner une nouvelle jeunesse à Pac-Man. On représente le jeu en 3D isométrique tout en gardant des contrôles intuitifs. Sauf que le labyrinthe est cette fois-ci pas totalement visible et se dévoile dans un scrolling multidirectionnel. A noter que le jeu tourne en écran vertical, ce qui donne d'autant plus cet effet de ne pas voir le labyrinthe dans son ensemble. Mais pour garder le tout jouable, on donne à Pac-Man la capacité de sauter, ce qui lui permettra d'éviter les fantômes gloutons en passant par-dessus ceux-ci. Et quelquefois c'est pas drôle de parler de certains portages de jeux tellement leur perfection fait qu'on n'a rien à en dire. Et celui de Pac-Mania édité par Grand Slam en fait partie. Contrairement à l'arcade, la zone de jeu prend tout l'écran, même si on ne voit toujours pas l'ensemble du labyrinthe, ce qui est volontaire, et fait partie de la mécanique du jeu. Les graphismes sont léchés, le scrolling multidirectionnel fluide, la jouabilité aux petits oignons et les musiques et bruitages sont nickel. On pourrait mettre en bémol que la vitesse du jeu est lente, mais même pas, elle est lente volontairement sur les premiers niveaux du jeu. Et plus on avance, celle-ci accélère en gardant un jeu fluide et totalement jouable. Sauter et maîtriser son saut pour ne pas finir gobé par un fantôme est un vrai plaisir, tout comme tenter d'aller le plus loin possible pour découvrir les nouveaux labyrinthes et leurs chemins tortueux. Je n'ai personnellement rien à dire sur cette adaptation de Pac-Mania sur Amiga. Pas si, la version arcade tourne sur un écran vertical, comme déjà précisé, ce qui fait qu'on voit peut-être moins du labyrinthe sur sa largeur. Mais bon, là, c'est encore jouer les sodomiseurs de drosophiles. Et tout comme Golden Axe, Pac-Mania fait honneur à l'Amiga. Si seulement certains avaient pu prendre soin du portage de Outrun, comme ceux de Golden Axe ou Pac-Mania, on n'aurait certainement pas eu cette sortie de route. J'ai un problème avec Strider. J'ai toujours l'impression que c'est un jeu fait par Sega alors qu'il a été créé chez Capcom. Peut-être parce que la meilleure version auquel j'ai joué était sur Mega Drive et que je n'y avais jamais joué en salle. Certes, d'autres me diront que le meilleur portage est certainement la version X68000, mais je ne suis toujours pas un gagnant du loto et quitte à émuler une version autant que ce soit celle de l'arcade. Strider tourne donc sur un système arcade CPS1, il est sorti en 1989 et est basé sur le manga Strider Ryu. La particularité du jeu est qu'on peut s'accrocher à peu près à toutes les plateformes, quel que soit leur angle de courbure, et qu'il nous arrive assez souvent de se battre contre des ennemis à la taille gigantesque. En gros, un jeu pas facile à porter sur les micros 8 bits et 16 bits de l'époque. D'ailleurs, la version Amiga de Strider n'est pas dénuée de défauts. Écran de jeu réduit, graphiquement pas extraordinaire, scrolling pas très fluide et assez souvent des ralentissements qui apparaissent, et pourtant j'ai une affection particulière pour cette version. D'abord, parce que j'ai connu le jeu qu'en 2018 pendant une RGC où je m'étais racheté un Amiga et ce jeu en version boîte, ce qui m'a permis de tester la machine sur place. Ensuite, qu'avec mon fils, on a galéré comme des sagouins pour passer le premier niveau du jeu. D'ailleurs, le gamin a bien accroché à cette version, et l'a même préféré à la version Mega Drive, c'est à n'y rien comprendre.
D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi on avait galéré, car en faisant la capture pour cette vidéo, le premier niveau est passé comme une lettre à la poste, malgré les quelques glitches graphiques dus à la version craquée que j'ai utilisée dans l'émulateur pour la capture. Bref, Strider sur Amiga est une adaptation moyenne, mais très loin d'être désagréable à jouer, et les acheteurs de l'époque n'étaient pas à mon humble avis floués avec cette version. Il semble d'ailleurs que les critiques étrangères étaient plutôt contentes de cette version Amiga, on a une moyenne qui tourne autour de 75%, et il a même reçu un tilt d'or en 1989 pour la meilleure conversion arcade, même s'il semble qu'il manque quand même quelques niveaux. Operation Thunderbolt est un jeu de tir comme on faisait pas mal à l'époque en arcade, quoique celui-ci avait une vue en pseudo 3D. Le but était simple, il fallait tout dessouder devant notre passage, et en émulation, sans la borne avec le gun, il est clairement barbant et pas très intéressant. De plus, je préfère personnellement sa préquelle, Operation Wolf, que je trouvais bien plus sympathique malgré son simple scrolling horizontal et ses graphismes bien plus simples. Bref, rejouer en 2021 à Operation Thunderbolt en émulation à la souris, ça n'a pas grand intérêt, et avoir la borne chez soi, c'est un peu du genre encombrant, et non, depuis Strider, je n'ai toujours pas gagné, ni même joué au loto d'ailleurs. Et c'est à ce moment de la vidéo que je me dis que nos souvenirs sont souvent sublimés par le temps, et Operation Thunderbolt est un de ces souvenirs sublimés par le temps. Je me rappelle que la version Amiga me faisait baver, déjà par les images d'introduction qui racontaient le scénario de cet avion détourné par des terroristes que nous allions devoir liquider. Ensuite venaient les digitalisations vocales qui donnaient un punch sans commun au début du jeu, puis venait le moment de vider les balles de nos chargeurs dans ces villes manants afin d'avancer dans le niveau. Je me souvenais de sprites énormes et d'une action très soutenue. Enfin ça, c'était dans mes souvenirs, parce que si oui, graphiquement l'intro était chouette, la digite vocale pas mal, le jeu en lui-même est juste d'un inintérêt total. Le même ressenti finalement que lorsque j'ai essayé la version arcade émulée pour cette vidéo. Première chose, les vagues d'ennemis sont toujours les mêmes sans aucune originalité. Secondo, le jeu se joue à la souris, mais aucun viseur à l'horizon pour savoir où l'on vise. Il faut tirer sans cesse pour voir l'impact des balles. Pas évident déjà de liquider les adversaires comme ça, mais en plus le nombre de munitions est limité. Alors ne ratez surtout pas le bonus viseur laser pour améliorer le gameplay hyper limité du jeu. J'avoue, je n'ai pas passé le premier niveau du jeu pour cette vidéo, et j'avoue également que je savais ce que j'allais dire sur cette version Amiga, car j'y avais joué il y a quelques mois avec le grand désespoir d'avoir foutu en l'air un souvenir de jeunesse qui m'avait fait sublimer un jeu, finalement plus que moyen. Mais que voulez-vous? À l'époque, je n'avais connu que son grand frère, Operation Wolf sur Commodore 64, avec ses sprites minuscules. Alors l'habillage, la beauté graphique et la taille des sprites de la séquelle sur Amiga avaient dû mettre en ébullition mes hormones de jeune gamer. Hormones qui sont passées entre-temps par Time Crisis, House of the Dead, ou encore autres jeux du tir en réalité virtuelle. Dur d'apprécier Operation Thunderbolt sur Amiga ou en émulation en 2021. En tout cas, pour mon cas. Et c'est sur ce souvenir détruit que je termine cette troisième vidéo des portages arcade sur Amiga. Mais entre temps, j'ai découvert 22 autres portages que je ne connaissais pas forcément. Il y a donc de fortes chances que cette vidéo ne soit pas la dernière de cette thématique. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye!